Salut, c'est AMD. Je suis un mec. Alors pour certains, ça peut paraître complètement anodin, mais pour d'autres, c'est carrément hyper important. Je suis un mec et je suis sur le point de parler de sexisme et de féminisme. J'ai donc intérêt à avoir des choses vachement pertinentes à dire, parce que, qu'on se le dise tout de suite, je ne suis pas victime de sexisme. Pour moi, le sexisme anti-homme, c'est un peu comme le racisme anti-blanc. Une tendance du clan oppresseur à se sentir oppressé par le clan oppressé. Ah oui, parce que ça peut m'arriver de faire des blagues sexistes, mais soit avec des femmes qui savent que je suis safe, soit avec des hommes que moi je sais safe aussi. Safe signifiant ici sans risque de racisme latent. Le problème, c'est que ce que vous appelez le sexisme anti-homme, au fond c'est quoi? C'est nos trois vannes, du genre « Oh, les hommes savent pas faire deux choses en même temps ». Sauf que ça vous a déjà empêché de trouver un job cette vanne? Le problème du sexisme là, du vrai sexisme, c'est quoi? C'est que toutes ces vannes là contre les femmes, elles s'inscrivent dans un mouvement de décrédibilisation du sexe concerné. Sans décalage, il n'y a pas de sexisme. Et aujourd'hui, entre les différences salariales, les difficultés d'accès au travail et la sous-représentation des femmes dans la culture, tout porte à croire qu'il y a bien un décalage. Mais il n'est pas, jamais dans les deux sens. L'idée pour moi, c'est pas que les hommes peuvent mettre en lumière les problèmes du sexisme, c'est qu'ils doivent le faire. Mais ils doivent le faire avec les femmes, et pas à leur place. Je trouvais ça important de commencer par là. D'autant que c'est du travail d'une femme dont je vais parler. Celle-ci. Celle-ci. Le test de Bechdel, c'est quoi? Le nom ne vous dit probablement rien. Il a donc été créé par Alison Bechdel qui, dans une de ses BD, faisait expliquer ce test par un de ses personnages. Au cinéma, si le film qu'elle allait voir ne remplissait pas les règles de ce test, alors elle n'allait pas le voir. La règle était 3 critères à remplir pour un film. Il doit contenir au moins 2 personnages féminins, nommés. Que ces personnages se parlent entre elles, et enfin que leur discussion traite d'autre chose que d'un homme. Le test a dépassé sa simple dimension fictionnelle jusqu'à être considéré par certaines féministes comme un test fiable. Tout film qui ne remplirait pas ce test serait donc considéré comme sexiste ou au moins représentatif du sexisme qui gouverne la société hollywoodienne, notamment de par la sous-représentation des femmes à Hollywood et dans les grands blockbusters. Voilà l'idée. On a dit 2 femmes. Merci. Bon, ici il n'y a pas de souci. Niveau représentation, on peut dire que les femmes et les hommes quand on va au cinéma ont l'air plus ou moins égaux. Il n'y a pas vraiment de manque de représentation d'un côté ou de l'autre, contrairement par exemple à la cause LGBT ou afro. Notamment, on a pu le voir avec la polémique de la shortlist des Oscars, où beaucoup moins de noirs que de blancs, voire 0 noir, étaient nommés pour la catégorie meilleur acteur. Alors que par exemple, niveau féminin, on a une catégorie des Oscars spécialement réservée pour les femmes et une autre spécialement réservée pour les hommes. L'égalité de représentation semble parfaite. Pourtant, il est incroyable de remarquer que dans une saga très populaire comme Star Wars, certains films sont loin du compte. Un exemple, Star Wars 5, 0 sur 3. Il y a une seule femme, une seule, nommée dans Star Wars 5 et c'est la princesse Leia. En plus on la connaît déjà. Bah ça va, c'était l'époque, ils se sont rattrapés depuis. Ouais, c'est vrai. Ils se sont rattrapés avec le 7. Mais l'époque? Je m'explique. Un film, d'abord, peut ne contenir qu'un seul personnage, que ce personnage soit masculin, comme dans Buried, ou féminin, comme dans La Dernière Lettre. La dernière quoi? Allez, fallait bien en trouver un. Bref, un film peut également contenir 2 personnages, un masculin, un féminin, comme c'est le cas dans La Vénus à la fourrure de Roman Polanski. L'égalité de représentation est ici parfaite. Enfin, un film, de par son univers, peut être amené à ne pouvoir intégrer aucune femme dans l'intrigue. C'est le cas par exemple de Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, qui se passe dans un camp militaire au Vietnam, où les femmes n'étaient pas admises à l'époque. Donc, cette première étape, un outil de représentation fiable, certes, mais dans certains cas seulement. Eh salut Jessica. Jessica. Jess... Non, on avait dit Jess... Jessica. K... Jessica. Eh tu sais ce qu'il m'a dit Jonathan hier à la chicha? C'est pas vrai! Je te jure. Bon, vous voyez bien qu'ici on n'a pas eu trop de mal à faire parler 2 femmes.
Et de toute façon, beaucoup de blockbusters modernes sont très bavards. Donc, vous me dites, y a pas de souci, la plupart de ces films devraient passer le test bien tranquillement. Et vous aurez raison de penser ça. Insaisissable 2, Kung Fu Panda 3, Jason Bourne, Deadpool, Café Society, Star Trek Beyond et Jungle Book. Est-ce que c'est représentatif? Oui, carrément. Dans la plupart de ces films, les femmes sont soit transparentes, soit carrément inexistantes. Pourtant, on peut quand même se poser la question, dans les films qui passent avec succès cette deuxième étape, de quoi elles parlent les femmes? N'empêche, t'as vu la situation à Calais? Les pauvres migrants, ils pensaient avoir une vie meilleure en Europe. Et puis t'as vu leur hygiène de vie? Ah, d'ailleurs, faut que tu passes à la maison pour ma nouvelle machine à laver. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas très difficile de faire parler deux femmes d'autre chose que d'un mec. Quelques exemples quand même de films qui n'y arrivent pas cette année: 13 Hours, Gods of Egypt et La 5ème vague. C'est peu, c'est infime, et c'est la quantité la moins regardée des blockbusters cette année. Ces trois films sont des flops commerciaux et critiques, ou presque. Tous passent aisément cette étape après les deux autres, donc. Mais pour parler de quoi? Dans Batman contre Superman, c'est de l'intrigue. Oh là là, Jenny, ils ont cassé la statue de Superman. Tu m'étonnes. Dans Civil War, c'est des particularités des personnages. Oh là là, Scarlett, mais t'es pas encore prête, hein. Tu m'étonnes. Dans Conjuring 2, c'est des sentiments des personnages. Oh là là, Janet, les cauchemars, c'est terrifiant. Tu m'étonnes. Par ailleurs, on peut facilement imaginer un film passer le test en faisant dire n'importe quoi à ses personnages féminins, sans aucun second degré. C'est le cas de Ouija par exemple. Pourtant, le film sera comptabilisé. C'est aussi l'exemple de dessins animés comme Disney ou Trotro, réducteurs et caricaturaux. En ce sens, le sexisme commence à envahir les cerveaux dès le plus jeune âge. Et c'est pas en montrant deux filles discuter de leur obsession pour le shopping ou de leur machine à laver pendant que les hommes sont montrés allant à la musculation ou lisant leur journal qu'on va changer les choses. L'étude que j'ai pu mener m'a permis de me rendre compte que si je ne le trouve ni suffisant ni complet, force est de constater que le test de Bechdel est non seulement un excellent indicateur, mais permet aussi de se rendre compte des énormes problèmes de sexisme du cinéma actuel. Et c'est déjà énorme, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin.